Mon mari m'a demandé de donner un de mes reins à sa mère. Prouve ta loyauté envers cette famille, m'a-t-il dit. J'ai accepté. 4 jours après l'opération, il est entré dans ma chambre d'hôpital, mais il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme vêtue d'une robe rouge profond, fluide comme du sang, et derrière eux, une infirmière poussait ma belle-mère en fauteuil roulant. Julien a lancé sur ma poitrine une enveloppe brune contenant les papiers du divorce. Pourtant, il ignorait la chose la plus importante. Il ne savait pas où mon rein avait réellement été. Avant de plonger dans cette histoire, je veux dire que c'est un honneur de partager mon parcours avec vous. J'espère que ces mots vous donneront de la force. J'ai perdu mes parents sur l'Interstate 75, près d'Atlanta alors que je n'avais que 9 ans. Un semi-remorque a percuté notre voiture à toute vitesse. Mon père n'a même pas eu le temps de dévier, et ma mère, assise à côté de lui, a encaissé le choc. Depuis ce jour, ma vie s'est scindée en deux. D'un côté, il y avait les mains de ma mère, toujours imprégnées d'odeur de beurre de cacao, et le rire profond de mon père les dimanches matins, quand il me lançait vers le plafond pour me rattraper au dernier instant. De l'autre, il n'y avait qu'un foyer d'accueil géré par l'État à Mâcon, avec ses couloirs résonnants, ses lits de fer alignés en rangées et les visages indifférents du personnel qui changeait tous les 6 mois sans jamais prendre la peine de retenir nos noms. Quand j'ai quitté ce système, j'ai obtenu un diplôme en comptabilité dans un collège communautaire, non pas parce que j'aimais les chiffres, mais parce que c'était le seul programme offrant une aide au logement. Sans relation ni argent, même un emploi modeste d'entrée de gamme restait un rêve lointain. Les employeurs voyaient mon passé en foyer d'accueil sur ma candidature et promettaient poliment de rappeler, un appel qui ne venait jamais. J'ai fini par déménager à Atlanta et trouver un emploi de conseillère dans une boutique de luxe à Buckhead. Le travail n'était pas difficile et le salaire maigre, mais je passais mes journées entourée de belles choses, imaginant qu'un jour ma chance tournerait, que le destin remarquerait enfin mes efforts et me rendrait ce qu'il m'avait volé enfant. Julian Van est entré dans ma vie il y a 2 ans et demi. Il était venu chercher un cadeau pour l'anniversaire de sa mère, passant 1 heure à trier des foulards en soie et des pashminas, en mettant un de côté puis un autre. Il était grand, sûr de lui, avec cette allure particulière de quelqu'un qui n'a jamais connu le manque et n'a jamais eu à vérifier son solde avant un achat. Je l'ai aidé à choisir un châle en soie peint à la main, sans jamais insister ni lui proposer les articles les plus chers, même si j'aurais pu toucher une commission. Il m'a regardé avec un intérêt inattendu, soutenant mon regard plus longtemps que la politesse ne l'exigeait. « Parles-tu toujours aux clients avec autant de calme » m'a-t-il demandé, payant avec une carte noire sans plafond. « Comment devrais-je parler » ai-je répondu. « Les gens flattent ou méprisent généralement les autres. J'essaie de ne faire ni l'un ni l'autre. » Il est revenu le lendemain pour un foulard que nous n'avions même pas en stock. Puis il est revenu encore, juste pour parler, juste pour rester près du comptoir pendant que j'organisais la nouvelle collection. 1 mois plus tard, il m'a invité à dîner dans un restaurant que je n'avais vu que dans des magazines. J'étais assise en face de lui, regardant un menu sans prix, ne comprenant pas la moitié des noms des plats, incapable de croire que cela m'arrivait. Une orpheline d'un foyer que le destin avait enfin décidé de récompenser. « Es-tu vraiment toute seule » m'a-t-il demandé ce soir-là, couvrant ma main de la sienne. « Plus personne, personne du tout » lui ai-je répondu. « On va arranger ça » a-t-il murmuré. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie discrète au tribunal en périphérie de la ville. Julien expliquait que c'était le souhait de sa mère de ne pas gaspiller d'argent dans un événement ostentatoire. Je n'ai pas contesté, même si je rêvais secrètement d'une robe blanche et d'un bouquet, de photos à accrocher au mur et à montrer à mes futurs enfants. Mais le plus important, c'était que j'avais enfin une famille, un foyer, et un homme qui promettait d'être à mes côtés pour toujours. Même si ma belle-mère, Beatrice Van, me regardait avec un mépris à peine voilé et ne manquait jamais une occasion de me rappeler mes origines malheureuses. Même si je me sentais comme une invitée non désirée dans leur immense propriété d'Alpharetta, craignant de traverser un couloir ou d'ouvrir le réfrigérateur sans permission, je me disais que je pourrais tout supporter. Je gagnerais leur amour par la patience et la dévotion, comme j'avais gagné tout le reste dans ma vie. Pendant 2 ans, j'ai tout donné. J'ai mis mon âme dans chaque détail. Je cuisinais des dîners à partir de recettes élaborées que Beatrice goûtait à peine avant de repousser son assiette d'un air dégoûté. Je lui achetais des cadeaux, parfums, bijoux, châles,
qui disparaissait dans les profondeurs de son dressing et ne réapparaissait jamais. Je souriais quand elle m'appelait sa bonne œuvre devant les invités. Puis Beatrice est tombée malade. Le diagnostic était une insuffisance rénale chronique. Dialyse 3 fois par semaine dans une clinique privée. Son cœur s'affaiblissait de mois en mois. Les médecins, dans leur bureau luxueux, secouaient la tête. La liste d'attente pour un donneur durait des années, et elle n'en avait pas. Elle avait des mois, peut-être des semaines. Julian a entamé la conversation dans un couloir d'hôpital, tandis que sa mère reposait derrière une vitre, reliée à une machine de dialyse. Il s'est agenouillé devant moi, là sur le carrelage froid, et a pris mes mains dans les siennes. C'était un geste que je n'avais vu que dans les films. « Je sais ce que je te demande. » Sa voix tremblait. « Je sais que c'est trop, mais tu es la seule à pouvoir la sauver. Tu es la seule au monde. » J'ai vérifié tes dossiers, Imani. Tu te souviens de ta visite médicale il y a 6 mois? J'ai demandé au médecin de vérifier une compatibilité, au cas où. Tu es une correspondance parfaite. 1 sur 1000 et c'est toi. Je suis restée là, silencieuse, essayant de comprendre ces mots au milieu du brouhaha dans ma tête. Donner un rein, un morceau de mon cœur. Et toi, ai-je finalement demandé, la voix rauque. Tu es son fils, son propre sang. Pourquoi pas toi? Julian a sorti un papier plié de la poche de sa veste. C'était un rapport médical d'1 an plus tôt, couvert de tampons et de signatures. Incompatibilité. J'étais la première testée quand elle a été diagnostiquée. Tu crois que je te demanderais ça si je pouvais le faire moi-même? Tu crois que je ne lui donnerais pas mes 2 reins si c'était possible? J'ai regardé les lignes de texte, les abréviations confuses et les termes latins qui ne voulaient rien dire pour moi. Je l'ai cru parce que je voulais y croire, parce que je ne connaissais pas d'autre voie. Toute ma vie reposait sur l'espoir que les gens sont fondamentalement bons. Julian ne me demanderait jamais ça s'il y avait une autre option. Il m'aimait, n'est-ce pas, pendant 3 jours, il n'a pas relâché la pression. Il ne m'a laissé ni réfléchir ni parler à quelqu'un d'autre. Il m'apportait le café au lit, caressait mes cheveux, disait toutes les bonnes choses sur le ton juste. Il me serrait si fort que j'oubliais d'avoir peur. « Tu feras vraiment partie de la famille maintenant ?» murmurait-il dans le noir de notre chambre. Pas juste un nom sur un acte de mariage, mais du sang et de la chair. Ma mère t'aimera comme sa propre fille. Je le jure. Et après l'opération, on s'envole pour Bora Bora, rien que toi et moi, pendant un mois entier. Tu mérites le meilleur, Imani. J'imaginais le sourire reconnaissant de Beatrice. Je l'imaginais me serrer dans ses bras pour la première fois sans froideur. Je l'imaginais me dire « Merci ma fille ». Et la peur du scalpel s'estompa. Je voulais appartenir à quelqu'un depuis si longtemps. Voici ma chance de prouver ma valeur, non par des mots, mais par un sacrifice. Très bien, ai-je dit le 3e jour. Ma propre voix semblait lointaine. Je le ferai. Julian m'a attiré contre lui, enfouissant son visage dans mes cheveux. Je n'ai pas vu le sourire triomphant qui a traversé ses lèvres. La veille de l'opération, je signais des documents dans le bureau du chef du service médical. La pile de papier grandissait sans cesse, consentement éclairé, décharge, protocole, chacun avec son numéro et son sceau. Ma tête bourdonnait de manque de sommeil. Les lignes se brouillaient devant mes yeux. Encore un ici, a dit Julian pointant une clause. Sa voix était détachée, professionnelle. Une formalité standard pour un plan de secours. Tous les hôpitaux l'exigent. Je l'ai lu sans vraiment en saisir le sens. Il s'agissait de la possibilité que l'organe soit utilisé pour un autre patient si, au dernier moment, le receveur principal était jugé médicalement inapte. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire? Je voulais juste que ce soit fini. Je voulais me réveiller 1 semaine plus tard, quand les poings seraient cicatrisés et la douleur partie, et que ma belle-mère me regarderait avec chaleur. J'ai signé le papier. Le lendemain matin, alors qu'on me poussait sur un brancard dans le couloir, les lumières au-dessus se fondaient en une seule traînée blanche pulsant au rythme de mon cœur. Julian marchait à mes côtés, tenant ma main. « Je t'attendrai », a-t-il dit aux portes de la salle d'opération, se penchant pour m'embrasser. « Dès que tu te réveilleras, je serai là. Mon visage sera la première chose que tu verras, puis Bora Bora. » Je voulais dire quelque chose d'important que je portais en moi, mais l'agent hospitalier a poussé le brancard en avant. La dernière chose dont je me souviens avant que l'anesthésie ne m'emporte, c'est son visage dans l'espace des portes qui se refermaient.
si familier, si aimé, ou du moins je le croyais. Je me suis réveillée dans un autre monde. Le plafond au-dessus de moi n'était pas le blanc immaculé de l'aile privée que Julien m'avait promise. Il était gris, avec des plaques de peinture anciennes et irrégulières. Au lieu d'une suite privée avec vue sur les arbres, il y avait 4 lits alignés côte à côte. Au lieu du calme et de la tranquillité, il y avait la toux rauque d'un patient près de la fenêtre et le bourdonnement d'une télévision diffusant un jeu télévisé. La douleur dans mon flanc gauche me frappait par vagues, épaisses et lourdes, devenant insupportable à chaque respiration. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait pas. Je sentais un drain sous ma main, disparaissant sous un épais pansement de gaz. La présence d'un corps étranger en moi me donnait la nausée. Où était Julien? Il avait promis d'être là. Il avait promis que son visage serait la première chose que je verrais. La porte s'est ouverte le 4e jour après l'opération. Chaque mot était une lutte pour moi, et je commençais à penser qu'il y avait eu une erreur horrible. Julien est entré le premier, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, parfaitement soigné, calme et maître de lui. Derrière lui, un infirmier poussait Béatrice en fauteuil roulant, drapée d'un châle en cachemire. Et derrière eux, une femme que je n'avais jamais vue, grande, à la silhouette de mannequin, portant une robe couleur sang frais. Elle tenait le bras de Julien, avec l'aisance de quelqu'un qui tient ce qui lui appartient de droit. Julien s'est approché de mon lit et a lancé une enveloppe brune sur ma poitrine. Il n'a rien dit. Il n'a pas demandé comment j'allais. Le papier épais était froid contre le tissu fin de ma blouse d'hôpital. « C'est pour toi », a-t-il dit. Pas de chéri, pas de mon amour, pas de comment tu te sens. Sa voix sonnait comme s'il s'adressait à une serveuse qui avait apporté la mauvaise commande, polie et infiniment indifférente. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe et sorti les documents. Une requête en divorce déposée au tribunal 3 jours plus tôt, le jour même où j'étais sur la table d'opération. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Ma voix était faible d'enfant. Pourquoi j'ai fait tout ce que tu as demandé? Tout. Béatrice a fait signe à l'infirmier de s'arrêter et a tourné son fauteuil pour bien voir mon visage. Elle ne voulait manquer aucune émotion. Tu as fait ça. Au moins tu as servi à ça. Le visage pâle et émacié de ma belle-mère s'est tordu en un rictus de triomphe dégoûté. Elle me regardait comme on regarde une serviette usagée avant de la jeter à la poubelle. Tu as vraiment cru que mon fils t'avait épousée par amour, une enfant placée sans rien, sans argent, sans éducation, sans famille pour même demander où tu étais si tu disparaissais. Le moniteur à côté de mon lit s'est mis à biper frénétiquement. Les chiffres à l'écran sautaient, mais je ne les entendais pas. Un rugissement emplissait mes oreilles, noyant le monde. Tu étais nécessaire parce que tu étais compatible et parce que personne ne poserait de questions. C'est tout. Et on ne garde pas les marchandises usagées dans une maison comme la nôtre. La femme en rouge avançait d'un pas. Un diamant gros, comme une bille, scintillait à son annulaire. Je m'appelle Sienna, a-t-elle dit avec un sourire qui m'a donné envie de disparaître. Sienna Thorne. Julien et moi sommes ensemble depuis l'université. Pendant que je construisais ma carrière à Londres, il a trouvé un remplaçant temporaire avec les bons paramètres biologiques. Elle a posé une main sur son ventre, un geste si simple et si monstrueux. L'héritier futur de cet héritage vain est ici, l'héritier légitime que tout le monde attendait. Nous avons planifié ce mariage depuis plus d'1 an, dès que Béatrice a été diagnostiquée et qu'il est devenu clair qu'elle avait besoin d'un donneur. Julien a hoché la tête sèchement, confirmant chaque mot. Le masque était tombé complètement, révélant le calcul froid en dessous. Sienna m'a regardé, mon visage pâle et marqué par la douleur, les tubes, les papiers du divorce, et il n'y avait pas une goutte de pitié dans ses yeux, seulement le mépris condescendant pour une fille naïve si facile à manipuler. Je suis restée immobile, fixant le plafond gris tandis que les fragments de mon monde se recomposaient lentement et douloureusement en une image nouvelle et terrifiante. 2 ans d'amour qui n'avaient jamais existé, un mariage qui était un piège dès la première rencontre à la boutique, un sacrifice qui ne signifiait rien pour eux. J'avais été repérée à travers mes dossiers médicaux, apprivoisée avec de jolies paroles, utilisée jusqu'à ce que je sois vide, et maintenant on me jetait comme un déchet médical. Julien a brisé le silence. Il a sorti de sa poche une liasse mince de billets attachés par un élastique. Il l'a laissé tomber sur la table de chevet, à côté d'une carafe d'eau. 10 000 $, a-t-il dit,
comme s'il réglait une petite dette. Assez pour un dépôt sur un studio pendant ta convalescence. Si les papiers du divorce sans te battre, et on partira en bons termes. J'ai regardé l'argent, cette pile pathétique de papier jetée à moi comme un pourboire, et quelque chose en moi a craqué. J'ai essayé de me redresser sur les coudes, la douleur dans mon flanc me transperçant comme un fil brûlant. J'ai parlé à travers les larmes que je ne pouvais plus retenir. 10 000 pour mon rein, pour 2 ans de ma vie, je vais aller à la police. Je vais tout leur dire. Dire quoi? Julien n'a même pas haussé la voix. Que tu as signé volontairement un formulaire de consentement éclairé, volontairement à Manny. C'est le mot-clé. Pas de coercition, pas de pression. C'est ce que verra n'importe quel tribunal. Nous avons ta signature sur chaque document. Béatrice a grimacé et fait signe à l'infirmier. On y va. Ça sent l'eau de Javel et la pauvreté ici. C'est mauvais pour ma convalescence. Sienna a pris le bras de Julien, et ils sont partis vers la porte tous les trois, sans jamais se retourner. Chaque pas qu'ils faisaient était un coup de marteau dans ma poitrine, brisant le peu de force qu'il me restait, le dernier reste de foi en la justice. Julien avait la main sur la poignée quand la porte s'est ouverte de l'extérieur. Un homme grand en blouse blanche, aux cheveux grisonnants, est entré. Il avait le regard de quelqu'un qui prend des décisions de vie ou de mort plusieurs fois par jour. 2 infirmières le suivaient. Que se passe-t-il ici? La voix du médecin a tranché l'air. Qui a autorisé à soumettre une patiente en post-opératoire à ce genre de stress? Elle n'a que 4 jours après une néphrectomie. Il a lancé un regard au moniteur, puis à mon visage strié de larmes, puis au trio près de la porte. Ses yeux ont brillé d'un dégoût presque pur. Monsieur Van, je présume. Docteur Bennett, Julien a tenté de reprendre son arrogance. C'est une affaire de famille. Nous partions justement. Une affaire de famille. Bennett s'est tourné vers lui, et quelque chose dans son regard a réduit Julien au silence. J'ai bien peur d'avoir des nouvelles pour vous, Monsieur Van, pour vous tous. Et il a marqué une pause, et dans ce silence, j'ai senti une petite étincelle d'espoir vaciller. La greffe de votre mère a été annulée. Les mots sont tombés dans le silence de la pièce. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Que voulez-vous dire, annulé? La voix de Béatrice s'est élevée en un cri strident. Je me sens mieux. Je suis sur la liste. Vous vous sentez mieux grâce à la gestion de la douleur et à la thérapie de soutien, a dit Bennett d'un ton professionnel. Juste avant la greffe, alors que le rein du donneur était déjà préparé, vos analyses sanguines finales ont révélé une complication cardiaque aiguë et une infection jusque-là non détectée. Si nous avions poursuivi, vous seriez presque certainement morte sur la table. Le comité chirurgical a pris la décision d'annuler la greffe. Le visage de Julien est devenu aussi pâle que les murs de l'hôpital. Béatrice s'est agrippée à son flanc. La main de Sienna s'est portée à sa bouche. Et le rein, Julien a bafouillé. Qu'en est-il du rein? Un organe prélevé ne peut survivre hors du corps que quelques heures, a expliqué Bennett en croisant les bras. Quand le receveur principal est jugé inapte, le protocole veut que l'organe soit proposé à la personne suivante sur le registre fédéral avec des paramètres compatibles. Grâce à une clause dans l'accord que votre femme a signé, nous avions toute l'autorité légale pour utiliser l'organe afin de sauver une autre vie. C'est notre propriété, Julien a avancé vers le médecin. Nous avons payé pour l'opération. Nous avons des droits. Un organe humain n'est pas une propriété, a répliqué Bennett avec un mépris total. Ce n'est pas une marchandise que vous pouvez mettre au frigo et utiliser quand ça vous arrange. Je suis resté là, essayant de saisir la réalité à travers le brouillard du choc. Le document que Julien m'avait forcé à signer pour contrôler la situation venait de se retourner contre moi. Qui a chuchoté? Et qui a eu mon rein? Bennett s'est tourné vers moi et son regard s'est adouci. Le receveur a donné son accord pour révéler son identité au donneur. Il souhaite vous remercier personnellement. Il s'appelle Harrison Sterling. Le nom a résonné dans la petite pièce comme un coup de tonnerre. Je ne le connaissais pas personnellement, mais tout le Sud-Est connaissait ce nom. Fondateur de Sterling Development Group, l'homme qui possédait la moitié de la skyline d'Atlanta, l'un des philanthropes les plus riches du pays.
On murmurait qu'il s'était retiré de la vie publique à cause d'une maladie mystérieuse. Maintenant on savait pourquoi. Les genoux de Julien ont fléchi. Il s'est agrippé au cadre du lit du patient voisin pour ne pas tomber. Ses lèvres bougeaient, répétant silencieusement le nom du milliardaire. Son affaire textile et son petit domaine ne valaient rien face à un homme comme Sterling. L'assistant de M. Sterling m'a demandé de vous transmettre, a poursuivi Bennett, ne s'adressant plus qu'à moi, qu'il souhaite vous transférer immédiatement dans une suite exécutive privée. Il veut remercier personnellement la femme qui lui a sauvé la vie. J'ai regardé les 3 personnes près de la porte, celle qui, une minute plus tôt, rayonnait de triomphe et qui maintenant avait le visage blême de terreur. La tactique de Julien a changé instantanément. Sa voix est devenue mielleuse, suppliante. « Amani, chérie, oublie ces papiers. C'était une blague, un test. On était juste dépassés. » Il a tendu la main vers la mienne, que j'ai retirée si brusquement que la douleur a flambé dans mon flanc comme un fer rouge. Je n'ai pas fait un bruit. Je me suis simplement tournée vers le médecin et j'ai parlé d'une voix que je ne me connaissais pas, ferme, calme et glaciale. « Docteur, veuillez appeler la sécurité. Il y a des inconnus dans ma chambre. » La sécurité est arrivée en moins d'une minute. Ils escortèrent Julien, qui résistait hors de la pièce. Ils sortirent Beatrice en jurant. Sienna suivit, ses talons claquant sur le linoléum. Son diamant ne brillait plus autant. La porte se referma et la pièce tomba dans le silence. Le transfert à la suite exécutive au dernier étage prit moins d'1 heure. Le contraste était si saisissant que j'avais du mal à y croire. Une large fenêtre donnant sur la ville, un canapé en cuir pour les invités, une salle de bain privée, un grand écran mural. Mark Whittaker, chef de cabinet de Harrison Sterling, un homme vif aux yeux gris perçants, m'informa que tous les frais médicaux et de convalescence seraient pris en charge par la Sterling Foundation. Pourquoi, demandai-je, les larmes coulant à nouveau non pas de douleur, mais sous le poids écrasant du contraste. Pour M. Sterling, votre don est une seconde chance de voir le soleil se lever sur la Géorgie, répondit Marcu. Il paie toujours ses dettes, toujours. Une semaine plus tard, quand je pus m'asseoir sans douleur aiguë, Thomas Reed, chef du département juridique de Sterling, vint me rendre visite. Un homme qui semblait avoir gagné 1000 procès sans jamais en perdre un seul. Il déposa un dossier de documents sur ma table. « Votre mari a commis une erreur, Imani, dit-il doucement. Pendant vos 2 ans de mariage, il a enregistré plusieurs biens à votre nom, un entrepôt à Savannah, une part dans son usine textile, un local commercial à Midtown, même la maison d'Alpharetta. Il voulait protéger ses actifs des créanciers et de lire. Il était certain que vous resteriez toujours sous son contrôle. » J'écoutais, incapable de croire ce que j'entendais. Maintenant, en déposant la demande de divorce sans revendication sur les biens, il renonce légalement à tout ce qui est à votre nom. Mon conseil, signez les papiers du divorce discrètement. Ne mentionnez pas les biens. Laissez le tribunal rendre le jugement définitif. L'homme qui m'avait traité de naïve venait de tomber dans le piège de sa propre arrogance. Ma rencontre avec Harrison Sterling eut lieu 3 semaines plus tard, dans le jardin sur le toit de la clinique. Il avait environ 70 ans, et même affaibli, enveloppé dans une couverture sur un fauteuil en osier, il dégageait une puissance impressionnante. « Alors c'est elle, dit-il en me regardant sous ses sourcils gris, la femme qui a donné une part d'elle-même à un démon, pour que le destin redirige ce don vers moi. » Il parla franchement. Il m'expliqua qu'il avait étudié mon histoire, de la famille d'accueil à la trahison. Il dit avoir vu, en moi quelque chose qui lui rappelait sa petite fille décédée 10 ans plus tôt. L'argent des biens de Julien est un début, continua-t-il. Mais sans la compétence pour le gérer, il s'évaporera comme de la brume. Le monde est cruel, Amani. Une bonne personne s'en sera dévorée vivante. Il tendit une main ridée. Laisse-moi être ton mentor. Légalement, nous pouvons organiser une adoption d'adultes. Ce n'est qu'un changement de nom sur le papier. Mais en réalité, c'est la famille. Entre dans mon monde, apprends de moi, et deviens une femme capable de regarder son ex-mari non pas comme un géant, mais comme un insecte pathétique. Je me rappelais les ricanements de Beatrice. Le sourire de Sienna. Le regard froid de Julien. Si je retournais dans le monde en étant juste une monte-collier sans aide, il trouverait un moyen de m'écraser à nouveau. Je pris la main de Harrison Sterling.
Ma poigne était plus forte que ce que l'on aurait pu attendre d'une femme qui avait été sur une table d'opération 3 semaines plus tôt. Apprends-moi, dis-je. Apprends-moi à les détruire. Sterling sourit largement, un éclat prédateur dans les yeux. Les mois qui suivirent furent implacables. 5 heures du matin signifiait kinésithérapie. 7 heures, petit déjeuner avec Harrison, lecture du Wall Street Journal. Pourquoi le secteur technologique a-t-il chuté? Quel impact sur l'immobilier? De 9 à 15 heures, j'avais des cours particuliers en gestion, droit des sociétés et prise de parole en public. De 16 à 19 heures, j'assistais à de vraies négociations dans les bureaux de Sterling. Je me lançais dans mes études avec la rage de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Mon bagage en comptabilité de collège communautaire était une base solide. Je n'avais simplement jamais eu l'occasion de la développer. Chaque leçon était une brique dans le mur de ma nouvelle identité. J'appris à lire les rapports financiers, à comprendre les mécanismes du marché, à tenir tête aux puissants. La nuit, parfois, je pleurais d'épuisement. La cicatrice sur mon flanc me lançait avant la pluie, mais le matin, je me levais et continuais. Les changements extérieurs reflétaient ceux de l'intérieur. Mes cheveux étaient coiffés en un élégant carré net. Mes vêtements amples avaient été remplacés par des costumes sur mesure des meilleurs tailleurs. Mais le vrai changement se lisait dans mes yeux. Plus de supplications pour obtenir l'approbation. Plus la peur de l'enfant placé d'être rejeté. Seulement le regard analytique acéré d'une femme qui connaît sa valeur. Les rapports de Thomas Reed arrivaient chaque semaine. Le divorce avait été finalisé 4 mois plus tôt. Un juge avait signé le décret en une seule audience, sans poser de questions sur cette séparation soudaine. Julian, lui, préparait un mariage somptueux avec Sienna, un gala de 500 invités, une robe de créateur de Milan, des bagues d'un joaillier fréquenté par l'élite d'Atlanta. La santé de Beatrice, en revanche, déclinait régulièrement. Dialyse 3 fois par semaine, complications cardiaques, les factures s'accumulaient. Plus de 50 000 $ par mois rien que pour la maintenir stable. Il avait commencé à vendre les voitures, rapporta Thomas lors d'une réunion. La Porsche d'abord, puis le G-Wagon. La rumeur disait que Van Textile cherchait un investisseur majeur pour combler un énorme déficit de trésorerie. Il était désespéré. Je me tournai vers la fenêtre. Les lumières d'Atlanta s'étendaient jusqu'à l'horizon. Alors, donnons-lui un investisseur, créons une société écran, Phoenix Investment, sans lien apparent avec le Sterling Group, immatriculé dans le Delaware, avec des administrateurs fictifs. Quel est le but final? Demanda Thomas stylo prêt. Pas d'acheter sa société, ce serait trop rapide, trop clément. Non, nous allons lui passer un nœud coulant en or autour du cou, un nœud qu'il serrera lui-même en croyant tenir une bouée de sauvetage. L'invitation à un gala exclusif en tenue de soirée pour les investisseurs de Sterling Development arriva à Julian par coursier 2 semaines plus tard. Une lourde enveloppe dorée embossée. Elle laissait entendre un partenariat potentiel avec un fabricant textile prometteur. Il ne se demanda pas pourquoi un géant comme Sterling s'intéressait soudain à son entreprise en déclin. Il ne vérifia pas qui se cachait derrière Phoenix Investment. Il ne vit que les zéros sur un chèque potentiel et calculait déjà combien de problèmes il pourrait résoudre. Le restaurant, au dernier étage du Westin Peachtree Plaza, brillait ce soir-là. Des centaines de lumières se reflétaient dans les verres en cristal et les diamants. Julian se tenait au bar, ajustant ses boutons de manchette, scrutant la salle à la recherche des représentants du fonds d'investissement. Harrison Sterling monta sur la petite scène et tapa dans le micro. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter la nouvelle PDG de Phoenix Investment, mon associé, Amani Sterling. » Je descendis les escaliers dans une robe de soie vert émeraude. Un collier de diamants, cadeau de Harrison pour avoir terminé ma formation, scintillait autour de mon cou. Ma voix, lorsque je parlais de la recherche de partenaires à la réputation irréprochable et au dossier transparent, était assurée et ferme. Le verre de Sienna glissa de ses doigts et se brisa au sol, attirant tous les regards alentour. Julian resta figé, oubliant de respirer. La femme qu'ils avaient laissée mourir dans un service public était désormais à la tête de la firme d'investissement la plus puissante de la région, l'hôte de la soirée, le centre de toutes les attentions. « C'est impossible », murmura Sienna en attrapant la manche de Julian. « Il faut partir maintenant. »« Attends », répliqua Julian en repoussant sa main. « Elle m'a aimé autrefois.
Peut-être qu'elle m'aime encore. C'est notre chance, tu ne vois pas. Il se fraya un chemin à travers la foule et appela mon nom. Je me retournai. Mon visage était un masque de vide poli. Je suis désolé, nous connaissons-nous. Amani, c'est moi Julien. Ton mari. Je penchai légèrement la tête. Ah oui, c'est M. Van. J'ai lu votre dossier. Mon analyste l'a préparé. Baisse des revenus, dettes en retard, énorme déficit de trésorerie. Intéressant. Venez à mon bureau lundi. Nous discuterons des possibilités. Mais soyez prévenus que du business. Pas de sujet personnel. Lundi, Julien s'assit à l'extrémité d'une longue table de conférence en acajou, entouré d'avocats et d'analystes qui démolirent son rapport financier falsifié en quelques minutes. Les chiffres ne correspondaient pas au relevé bancaire. Les fournisseurs n'existaient pas. Le chiffre d'affaires avait été gonflé du jour au lendemain. Malgré tout cela, je fis une pause, laissant le silence s'installer dans la pièce. Nous sommes prêts à investir 2 millions de dollars. Julien leva les yeux, incapable de croire sa chance. Un prêt convertible, poursuivis-je, garanti par toutes les actions de la société et les biens personnels de l'emprunteur. Si les objectifs de vente ne sont pas atteints dans 3 mois, tout sera transféré à Phoenix Investment. Un professionnel comme vous, M. Van, doit être confiant en ses capacités. Il signa sans hésiter, désespéré de conclure l'affaire. Après son départ, Thomas Reed ne cacha pas son sourire. Il vient de prendre un prêt garanti par des biens qui, par décret judiciaire, vous appartiennent, Imani. L'entrepôt de Savannah, le local de Midtown, la maison d'Alpharetta. Tenter de mettre en gage la propriété d'autrui comme garantie est une fraude bancaire. C'est un délit fédéral. 10 à 20 ans de prison. Je me laissai aller contre le dossier de ma chaise. Et les objectifs que nous avons fixés, ils sont impossibles. Nous avons déjà bloqué ses principaux canaux de distribution en faisant pression sur ses clients clés. Le dossier sur Sienna arriva une semaine plus tard. Photos, relevés bancaires, dossiers médicaux, Sienna a des dîners romantiques avec un homme nommé Trey, propriétaire d'un club local au casier judiciaire, des virements réguliers des comptes de la société de Julien vers ceux de Trey, des centaines de milliers de dollars, et surtout, le calendrier de la grossesse. Sienna était enceinte de 20 semaines. Je fis le calcul simple. La conception avait eu lieu il y a 4 mois et demi. Cette semaine-là, Julien était à New York à une exposition textile pendant 7 jours d'affilée. Les images de vidéosurveillance d'un hôtel d'Atlanta montraient Sienna et Trey entrant et sortant d'une chambre chaque jour durant cette même période. L'enfant n'est pas de lui, notai-je en refermant le dossier. Sienna comptait le saigner à blanc et s'enfuir avec son amant dès qu'elle aurait accès à une somme conséquente, confirma Marcu. Un schéma classique. Julien, encouragé par le contrat, m'invita à dîner pour célébrer le partenariat, dans un restaurant installé dans un vieux manoir historique. Bougie, nappe, planche, musique live. Il joua de son charme, avouant ses regrets comme un homme hanté par sa conscience. Ma mère m'a mis la pression, tu dois comprendre. Elle a toujours été si autoritaire. Et Sienna, c'était une erreur, un fardeau que je suis prêt à abandonner. Je t'ai toujours aimé, Imani. Je suis prêt à la quitter demain, à mettre ma mère en maison de retraite, n'importe quoi pour te récupérer. L'enregistreur numérique dans mon sac avait capté chaque mot, chaque inflexion, chaque trahison. J'y réfléchirai, dis-je en me levant et en enfilant mon manteau sur les épaules. Profite de ton dîner, Julien. Ce sera peut-être le dernier à ce niveau. Les 3 mois expirèrent à la mi-mars. L'équipe de Phoenix Investment arriva au bureau de Julien, avec des agents de sécurité et des fédéraux. Il était assis à son bureau, confiant dans un nouveau rapport falsifié montrant une augmentation de 200% des ventes. Mais l'audit révéla des entrepôts vides, des machines à l'arrêt et des contrats fantômes. Le FBI est dans le rôle, annonça Thomas en rangeant les documents. Fraude bancaire, fraude électronique. Vous vous préparez à une très longue peine, M. Van. Julien s'enfuit, par la sortie de secours jusqu'à sa voiture, filant à l'hôpital pour dire adieu à sa mère avant l'arrestation inévitable. Dans la chambre de Beatrice, il trouva Sienna en train de fourrer frénétiquement ses montres et boutons de manchette en or dans son sac de créateur. « Juan, qu'est-ce que tu fais » haleta-t-il. « Je pars, espèce d'idiot, avant que les fédéraux n'arrivent. Je ne vais pas couler avec toi. »
La porte s'ouvrit, et j'entrai, vêtue d'un costume blanc, calme et froide comme un hiver en Géorgie. Je laissai tomber un dossier sur le sol, et les photos s'éparpillèrent. Sienna avec trait. Virement bancaire. Dossiers médicaux. Julien attrapa les photos. Son visage vira un violet profond et furieux. Le bébé, ce n'est pas le mien, groupe sanguin O, dis-je sans émotion. Toi tu es de groupe A. Sienna est de groupe B. La génétique de base, Julien. La biologie du lycée. Et il gifla Sienna avec une telle force qu'elle vola contre le mur. Elle hurla: tu es un perdant. Ta mère est un fossile. Je vous déteste tous les deux. Je vous ai toujours détesté. Puis je sortis mon téléphone et lançai l'enregistrement de notre dîner. La voix de Julien emplit la pièce. Sienna est un fardeau. Le bébé était une erreur. Je mettrai ma mère en maison de retraite. Elle est une nuisance avec ses maladies. Beatrice, reliée à ses machines, entendit chaque mot. Son fils, celui pour qui elle m'avait humilié, celui pour qui elle avait exigé mon rein, prévoyait de la jeter comme un vieux meuble. Les moniteurs se mirent à émettre des bips frénétiques. La vieille femme halta, tendant une main osseuse vers moi, griffant l'air. « Aide-moi, fille, s'il te plaît. » Je m'approchai du lit et regardai cette main, la même qui avait fait un geste de dédain quand elle m'avait traité de cas social. « Mon rein était un cadeau d'amour, dis-je. Je l'aurais donné à la mère que j'ai perdue à 9 ans. Tu n'es pas ma mère, Beatrice. Tu es la femme qui a ordonné à son fils de divorcer de moi alors que j'étais en soins intensifs, en train de saigner et de me demander si j'allais vivre. » Le moniteur s'éteignit dans un long sifflement aigu. Julien sanglotait par terre. Le cœur de Beatrice n'avait pas seulement lâché à cause de la maladie rénale. Il s'était brisé sous le poids de la trahison de ce qu'elle aimait le plus. Je me retournai et sortis de la chambre, sans jamais regarder en arrière le chaos derrière moi. L'arrestation eut lieu 2 jours plus tard, lors des funérailles de sa mère. La cérémonie fut pathétique. Quelques parents éloignés, le personnel de la maison funéraire. La nouvelle de la faillite et de l'affaire criminelle avait transformé les vannes en parias. Sienna avait été arrêtée à l'aéroport Rantsfield-Jackson, tentant d'embarquer pour Dubaï avec une valise pleine d'argent liquide. Alors que le cercueil descendait dans la terre rouge humide de Géorgie, 2 agents en civil s'approchèrent de Julien. Les menottes claquèrent juste là, près de la tombe. Il le conduisait vers la voiture quand il remarqua une Mercedes noire garée dans l'allée du cimetière. La vitre teintée s'abaissa de quelques centimètres. Là, lunettes de soleil malgré le ciel couvert, j'étais assise. Je le regardais sans malice, sans triomphe. Je le regardais comme un tableau achevé, un chapitre clos. La vitre remonta. La voiture démarra et disparut au tournant. 1 an plus tard, je me tenais dans un petit cimetière à Mâcon, devant 2 modestes pierres tombales en granit gris. Je déposais des lys blancs sur les tombes de mes parents, désormais bien entretenus, avec une pelouse tondue et des fleurs fraîches. Je leur parlais doucement, leur racontant combien ma vie avait changé, comment j'aidais désormais des personnes dans des situations similaires, finançant des traitements pour ceux qui ne pouvaient pas se les offrir, engageant des avocats pour ceux qui se faisaient arnaquer. La cicatrice sur mon flanc gauche s'était estompée en une fine ligne pâle. Je la détestais autrefois. Je la voyais comme le symbole de ma naïveté. Maintenant, je la considérais comme une médaille, la preuve que j'avais traversé l'enfer, touché le fond et remonté la pente plus forte et plus sage. Et je dérange. Je me retournai à cette voix familière. Le docteur Bennett se tenait sur le chemin, 2 cafés à la main. Il portait un gant et une chemise en flanelle, manches retroussées. « Zem, Sterling m'a demandé de te rappeler de ne pas rester dehors trop longtemps. Il y a un conseil d'administration demain. » « Dis-lui merci pour sa sollicitude, » répondis-je en souriant. Bennett hésita. « Ah Manny, tu as le temps pour un dîner, pas un dîner d'affaires, juste un dîner entre nous. » Je le regardais, l'homme qui m'avait protégé ce jour-là à l'hôpital, qui venait me voir chaque soir pendant ma convalescence. Dans ses yeux, il n'y avait aucun calcul, seulement une admiration sincère. « Que dirais-tu d'un barbecue dans un petit boui-boui du centre-ville » demandai-je. « Ou tu préfères les nappes blanches ?» Il rit d'un son chaleureux et franc, et tendit la main. Nous marchâmes côte à côte sur le chemin. Le soleil se couchait sur les collines de Géorgie, peignant le ciel d'or. Il allait disparaître, laissant le monde dans l'obscurité, mais demain, il se lèverait à nouveau. Et moi aussi.